Merci à toutes et à tous de vous être joints à nous pour cette conférence qui va parler d'un sujet primordial qui est Gaza, qu'on va aborder sur la question, sur le thème de l'État binational. Je ne sais pas si vous êtes toutes et tous au point avec ce concept. La bonne nouvelle, c'est que si ce n'est pas le cas, il va y avoir toute une introduction. Avant tout, je vais vous présenter nos chers intervenants et intervenantes. Donc, on a l'honneur de recevoir Iman Marifi, infirmière humanitaire qui est revenue de Gaza. Elle est là pour nous donner son témoignage. Ce sera plutôt du coup à la fin de la conférence, comme elle l'a fait à l'Assemblée nationale il y a quelques mois. C'est pas. Jamais trop d'applaudissements. Ensuite, on a Moni Ramoun qui est présente pour parler au nom de la campagne BDS. Donc, c'est une militante antiraciste et féministe. On peut aussi l'applaudir. Je vais couper vos applaudissements parce qu'on est déjà tellement en retard. Et ensuite, on a Jérôme Segal, enseignant-chercheur à la Sorbonne Université, qui est spécialisé sur les questions d'extrême droite, notamment en Autriche, et qui va aujourd'hui nous parler du vegan washing et de la déshumanisation qui est faite par l'État d'Israël. Applaudissements. Et ensuite, on a Daniel, qui est présent pour parler au nom du collectif Tzedek, qui est un collectif juif décolonial. Et donc avant tout, on a Emeric qui souhaitait dire quelques mots sur pourquoi est-ce qu'il est primordial aujourd'hui de parler de Gaza. Et je vais te laisser mon micro. Merci. Merci à toutes et tous d'être là. Non, je vais laisser la table ronde se dérouler sans que j'impose ma présence, mais juste un petit mot d'introduction parce qu'il se trouve que Gaza, ce qui s'y passe depuis plus de 10 mois maintenant, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Certaines personnes ont pu être surprises. Alors, certains étaient déjà là hier, ont déjà entendu ce que j'ai dit, donc je ne vais pas répéter. J'ai déjà parlé de Gaza hier soir, mais on peut se demander, tiens, Émeric Caron, qu'on connaît sur certains sujets, les droits du vivant, les droits des animaux, etc., la lutte contre l'extrême droite, etc. Mais pourquoi cet engagement soudain pour Gaza? Et c'est quoi le rapport entre la dénonciation du génocide en cours à Gaza et la rêve? Non, c'est un sujet primordial pour nous, c'est un sujet primordial à la rêve, c'est un sujet primordial pour moi. C'est vrai que je crois que j'en parle quasiment quotidiennement sur les réseaux sociaux et de temps en temps dans les médias. Ce qui se passe là-bas est une atrocité. Historiquement, c'est quelque chose d'absolument inédit en termes d'ampleur, d'horreur, de massacre. C'est la plus grande crise humanitaire, mais aussi sans doute la plus grande crise morale de ce siècle. Je ne sais pas combien d'entre vous suivent de près ce qui se passe à Gaza. Je fais partie de celles et ceux qui sont abonnés à de nombreux comptes de personnes qui sont prisonnières de cette enclave, qui ne peuvent pas en sortir, qui sont des journalistes, et journalistes étant des cibles privilégiées, vous le savez, plus de 120 journalistes ont été tués, pour la plupart d'entre eux de manière absolument délibérée, pas des dommages collatéraux, ils sont visés par de l'intelligence artificielle, on sait où ils sont, on sait où les trouver. Et donc, ce qu'on voit sur les réseaux, ce sont des images terrifiantes qui nous hantent, des images d'enfants déchiquetés, des images d'enfants brûlés, démembrés, décapités, des bébés, beaucoup de bébés. Et bien évidemment, on est tous extrêmement choqués, enfin tous, ici, pas assez en France, pas assez en Europe, extrêmement choqués du silence politique notamment, qui entoure ce génocide. C'est devenu pour moi un sujet quasi obsessionnel, parce que je ne sais pas comment on peut continuer à vivre en sachant que ça se passe au moment même où nous parlons. Il y a 3 heures d'avion à peu près, c'est 3 heures je pense à peu près, un endroit où des enfants, il y a quelques enfants ici, de 4, 5 ans, 6 ans, vivent ce qu'aucun enfant ne devrait vivre dans sa vie.
Non seulement ils sont affamés, non seulement ils ont perdu beaucoup de membres de leur famille, parfois ils sont orphelins, mais en plus, ils n'ont plus de jouets, ils n'ont plus d'école, ils n'ont plus d'endroit où se laver. Mais qui peut accepter ça dans une société dite civilisée? Et la France est en train de l'accepter. Mais en plus, ces enfants-là, ils se réveillent le matin sans savoir s'ils seront encore vivants le soir même. C'est une barbarie, une atrocité, une ignominie qui me hante. Pour moi, il y a un avant et un après 7 octobre. Tant ce que des êtres humains sont en train de réaliser avec la permission de milliards d'autres êtres humains est un scandale et une défaite de l'humanité. En ce qui me concerne, je ne lâcherai jamais. Je ne lâcherai jamais la dénonciation du gouvernement criminel israélien, dont les méthodes aujourd'hui sont des méthodes non seulement fascistes, mais qui même, des historiens israéliens le disent aujourd'hui, se rapprochent du nazisme. C'est la raison pour laquelle, pour nous ici, à la REF, c'était essentiel que nous ayons des représentants de cette cause. C'est un sujet primordial aujourd'hui pour notre deuxième université d'été. Il y a l'association France-Palestine Solidarité qui est là, il y a Tzedek qui est là, il y a BDS qui est là, et puis on a des témoins comme Iman. Personne admirable. Iman est un exemple tout particulier pour nous tous. Iman qui voulait repartir encore à Gaza il y a quelques jours, mais qui en a été empêché, qui est allée sur place. Elle va vous raconter, son témoignage est absolument bouleversant. Je l'ai entendu à l'Assemblée nationale. Mais Iman, mère de famille, qui fait le choix de risquer sa vie, non seulement pour aller soigner, mais aussi pour témoigner. Ce qu'elle accepte de faire encore avec nous ce matin, et c'est un exemple humain pour nous. Parce que décider de son destin de cette manière, de manière quasi sacrificielle, parce qu'il y a une cause plus forte que nous qui nous habite, c'est juste admirable. Je voudrais demander un applaudissement pour Iman et pour toutes ces personnes sur cette estrade qui s'engagent. Et c'est à elle que je laisse la parole maintenant. Merci. Je vais de nouveau couper vos applaudissements parce qu'on est de plus en plus en retard. Et il faut leur laisser la parole à tous et à tous, notamment Iman qui va témoigner à la fin. Enfin, notamment, non, c'est tous important, mais voilà. Donc, ce qu'on disait au début, c'est qu'on est là aujourd'hui aussi pour parler de la question de l'État binational. Et on va commencer par définir ce que c'est, parce que dans les débats, c'est beaucoup imposé la solution à 2 États comme quasi seule solution. Et du coup, aujourd'hui, on va explorer un peu quelle est cette solution dont on ne parle pas. Du coup, je vais laisser Daniel commencer sur cette question. Donc, Daniel, encore une fois, qui parle au nom du collectif Tzedek. Oui, alors donc, l'État binational, c'est donc une des façons d'envisager ce que serait la paix et ce que serait un autre futur en Palestine et en Israël-Palestine. Et je voudrais introduire cette question par une phrase d'Esmat El-Alabi qui conclut son article pour une histoire intellectuelle du génocide à Gaza en disant « Face au génocide, nous devons imaginer, au nom de ces Palestiniens qui ont lutté pendant des années, le contraire du génocide. » Et donc l'État binational, c'est une des réponses possibles à cette question. Qu'est-ce que ça voudrait dire le contraire du génocide ? Une des façons d'envisager la paix, c'est, comme tu l'as dit, la partition de la terre en 2 États. Chaque peuple doit vivre dans chaque État, et donc avec l'idée de séparation des peuples. Une autre, c'est de dire qu'il n'y a pas de solution autre qu'un pays commun entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain, où tous ses habitants et ses habitantes aient les mêmes droits. Cette solution-là, d'un pays commun, elle peut porter plusieurs noms qui renvoient à des propositions politiques qui sont un peu différentes. Ça peut être on peut parler juste d'un État commun. On peut parler d'un État binational. Dans le mouvement national palestinien, il a longtemps été question d'une Palestine démocratique, où les Juifs auraient donc un statut d'égalité en tant que citoyens comme les autres. Voilà, État binational, peut-être la spécificité, c'est que ça reconnaît des droits nationaux, à la fois ceux qui sont aujourd'hui les Juifs israéliens et ceux qui sont les Palestiniens. Mais voilà, ce qui est important, c'est vraiment cette idée de pays commun. C'est-à-dire, il y a 2 populations qui vivent sur la même terre. Il n'y a pas
une moitié de la terre où il y aurait surtout des Juifs, une moitié de la terre où il y aurait surtout des Palestiniens. Et donc la seule solution, l'idée c'est que la seule solution, c'est de vivre dans un pays commun, qu'on l'appelle binational ou qu'on lui donne un autre nom. Merci beaucoup, Daniel. Donc, ce qu'on disait, c'est que tu dis qu'il y a cette autre solution, et on voit que malgré ça, à travers les processus de paix qui ont été réfléchis, pensés surtout par des puissances étrangères, c'est plutôt la solution à 2 États qui s'est imposée, et donc l'idée qu'il faudrait cette séparation entre Juifs, Israéliens et Palestiniens. Et du coup, Monira, tu peux peut-être un peu revenir sur la déconstruction des processus de paix, et pourquoi c'est cette solution qui s'est imposée. Alors, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, ce qui est important de voir, c'est que quand on parle sans arrêt des 2 États, quand le président intervient, la diplomatie française fait un tweet pour dire il faut 2 États pour vivre en paix, côte à côte et en sécurité, eh ben, c'est un choix politique en fait. C'est pas juste la paix. Décider que ces 2 États c'est la façon de réaliser la paix, c'est une certaine vision de la société. Et c'est une vision de la société qui repose sur la séparation des peuples, sur des critères ethniques et religieux. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui, nous, qui vivons dans un État démocratique, laïque, enfin plus ou moins, mais quand même, c'est la règle et l'ambition, c'est de vivre dans un État laïque et démocratique. C'est intéressant qu'on ne se pose pas la question pour d'autres peuples, pourquoi ils ne vivraient pas dans des États laïques et démocratiques, et pourquoi ils vivraient dans des États religieux où la séparation des humains sur des critères ethniques et religieux a fait que en Israël, il y a un apartheid avec des droits qui ne sont pas les mêmes selon les origines ethniques et religieuses. Ce qui est important, c'est que ça nous a été imposé par un discours très ancien, et ça nous a été imposé notamment à travers ce qu'on a qualifié de processus de paix, notamment les accords d'Oslo. Et les accords d'Oslo, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui nous est vendu comme le grand événement pour la paix en Israël-Palestine qui aurait échoué et qui est représenté toujours dans tous les livres avec la poignée de main entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat à la Maison-Blanche. Et en fait, les accords d'Oslo, ça a été vraiment autre chose que ce qui est présenté tout le temps et ce qui... Alors, je vais partir d'un exemple concret. C'est que, par exemple, j'ai regardé dans les manuels d'histoire géo, donc les manuels pour les collégiens, comment est traitée la question de la Palestine et comment est traitée la question du processus de paix. Et en fait, le processus de paix pour les manuels d'histoire, aujourd'hui en France, c'est les accords d'Oslo, c'est le processus de paix. Et ce qui a échoué dans le processus de paix des accords d'Oslo, c'est les extrémistes qui ont fait échouer. Donc il y aurait un extrémiste d'un côté qui est Yigal Amir, celui qui a tué Yitzhak Rabin, et de l'autre côté, il y aurait des extrémistes globalisés que maintenant on appelle le Hamas souvent, sans que ce soit forcément vraiment une vraie appartenance au Hamas, mais voilà, c'est une façon de globaliser l'extrémisme, de dire voilà, il y a des extrémistes, donc c'est pour ça que ça a échoué. Et en fait, on continue à élever des générations à croire que c'est un accident parce que y a eu des extrémistes, alors qu'en réalité, les accords d'Oslo n'ont fait que déposséder les Palestiniens. L'OLP qui a eu traditionnellement une position de règlement de ce conflit, entre guillemets, qui a été, la position officielle a été toujours de dire on veut un État laïque et démocratique pour tous les citoyens. Et donc, pour l'OLP, pendant très longtemps, il n'était pas question de morceler la Palestine. Donc, c'est les pressions occidentales qui ont fait que Arafat a fini par accepter cette partition, du coup, en 2 États. Mais ce qui a été promis par Oslo n'a pas été donné, puisque il n'y a jamais eu d'État palestinien, et que ce processus d'Oslo, qui devait durer 5 ans et voir naître un État palestinien, finalement a été tout de suite tué dans l'œuf par notamment celui qui l'a signé, donc Yitzhak Rabin, qui lui,
dès le lendemain des accords d'Oslo, a commencé à construire des nouveaux logements dans les colonies qui étaient censés devenir l'État palestinien. C'est-à-dire qu'entre 93 et 95, alors qu'on n'en était qu'à 2 ans sur les 5 ans du processus, il avait déjà construit 30 000 nouveaux logements dans les colonies, expulsé des milliers de Palestiniens, etc. Donc il a lui-même tué dans l'œuf ce projet parce que l'idée des accords d'Oslo, c'était d'entretenir le statu quo, c'était d'obtenir l'aval de tout le monde et de donner l'impression de faire un pas vers la paix. En réalité, le processus d'Oslo, comme tous les processus antérieurs, niait le droit au retour des réfugiés palestiniens, qui a été sacralisé dans le droit international juste après la Nakba, et ne permettait pas aux Palestiniens d'avoir leur autonomie, au contraire, puisque les accords d'Oslo ont permis à Israël de s'approprier encore de grandes bandes de terre, puisque, comme vous le savez certainement, la Cisjordanie a été divisée en 3 zones, les zones A, B, C, avec une zone C qui est carrément confisquée par Israël, qui sont des terres qui passent sous contrôle israélien. La zone B qui est un espace contrôle conjoint entre l'autorité palestinienne et Israël, et les zones A qui sont des zones sous autonomie palestinienne. En réalité, Israël contrôle toute la Palestine, de la Méditerranée au Jourdain. Et ça, c'est important d'avoir en tête que quand on propose des solutions, il faut avoir en tête la réalité. La réalité concrète, c'est qu'il y a une armée israélienne qui rentre dans n'importe quel territoire palestinien. Et il y a des routes qui sont séparées, il y a des checkpoints partout, il y a une incapacité pour les Palestiniens à circuler, à aller d'un point A à un point B facilement, sans passer par Israël. Donc voilà, dès le début, il y a non seulement un découpage de 1948, parce qu'il faut voir ça aussi, le découpage de 1948 des territoires donne 4 morceaux à la Palestine, donc 4 morceaux qui sont discontinus. Une zone au nord, la Cisjordanie, Gaza et la ville de Jaffa, et un territoire continu à Israël. Donc dès le début, c'est pas possible de faire un État palestinien sur ce territoire qui est déjà en 4 morceaux. Et ensuite, après 67, ce sera encore pire. Et donc c'est important d'avoir ça en tête, et c'est important aussi d'enlever cette image de Yitzhak Rabin, homme de paix, qu'on célèbre chaque année au mois de novembre parce qu'il a été tué. Certes, il a été tué par quelqu'un qui avait une vision beaucoup plus extrême de ce qu'il fallait faire des Palestiniens. Mais lui-même, donc il est mort en novembre 95, et 1 mois avant sa mort, il dit « Ce que moi je veux pour les Palestiniens, c'est une entité qui est moins qu'un État ». Donc lui non plus ne voulait pas d'un État palestinien. Et donc c'est important aussi de défaire les idoles et de revenir à la vraie réflexion, en fait, la possibilité de réfléchir à des solutions sans être bloqué dans ce qu'on nous a imposé comme discours avec accord d'Oslo, etc. Merci beaucoup. Je sais pas. Oui, vas-y Daniel. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire pour dire que donc Eric Kazan et Eyal Sivan, dans un petit livre qui s'appelle Un État commun entre le Jourdain et la mer, disent, pour les raisons que tu viens d'évoquer, que les 2 États, c'est pas une solution, c'est un discours. C'est-à-dire qu'au moment même où ce discours-là, autour des 2 États, de la paix, etc., se développe, eh bien, en fait, le dit processus de paix qui va avec, va pas vraiment dans la direction d'un État palestinien. Et donc, il y a aussi une critique à mener sur les 2 États, pas juste en tant que solution, mais aussi en tant que discours. Et donc là, je vais juste prendre un exemple d'un texte en fait, de ce qui se développe au moment des accords d'Oslo. C'est ce qu'on appelle à l'époque le camp de la paix israélien, qui propose la paix, c'est-à-dire 2 États compris comme ça. Et c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire la séparation entre les 2 peuples. Et notamment, il y a un des auteurs importants de ce camp de la paix qui s'appelle Amos Oz, qui a écrit un texte qui s'appelle Aidez-nous à divorcer, qui est vraiment exemplaire de cette vision, qui est de dire il y a 2 aspirations nationales qui sont légitimes, et les 2 doivent renoncer à une partie pour avoir la paix entre les 2 peuples, et par contre doivent être séparés, les Palestiniens dans leur État, les Israéliens dans le leur. C'est sans doute un hasard si, dans ces solutions de paix, c'est Israël qui a 80% de la terre et un territoire continu.
Mais en tout cas, c'est présenté comme quelque chose d'équitable par ce qu'on appelle le camp de la paix. Et donc, je vais juste dire qu'il y a une critique à mener sur le discours de ce camp de la paix qui conçoit la paix que comme séparation. L'idée qu'il y aura de la paix que, Amos Oz écrit, une bonne barrière fait de bons voisins. C'est-à-dire, il n'est pas capable de... Enfin, il refuse de penser la paix et de proposer quelque chose de plus, de mieux, qu'une barrière. Au moment même, en 2003, où il écrit ça en 2003, au moment même où il y a un mur qui est en train d'être construit en Cisjordanie. Donc c'est assez troublant, cette parenté en fait entre le sionisme de gauche qui se pense comme le camp de la paix et qui va proposer des barrières, mais avec un État palestinien, et le sionisme de droite qui va proposer ce que Jabotinsky en 1923 appelait un mur de fer pour protéger l'État d'Israël contre les Palestiniens qui ne les laisseront pas faire. Mais en fait, ils partagent la même vision, qui est au cœur du sionisme, qu'il faut un État juif avec une majorité juive, et donc ce qui passe forcément par soit des transferts de population, soit en fait les deux, à la fois des transferts de population et à la fois de fait de laisser les Palestiniens avec des droits inférieurs. Et que ça, le discours des deux États, de ce qu'on appelle le camp de la paix, etc., ils n'iront pas complètement avec ça. Ils n'iront pas du tout en fait avec ça. Quand on voit pas au-delà du camp de la paix, quoi. Des deux États, pardon. Ce que fait souvent ce qu'on appelle le camp de la paix israélien, sauf éventuellement dans ses versions les plus radicales. Ça tombe bien que tu abordes la question du discours parce que du coup, toi, Monira, tu es revenu un peu sur tout ce qui est contexte historique, pourquoi c'est la solution à deux États qui s'est imposée. Et en fait, on voit que dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui continue à être un peu la règle et qui est perpétré aussi par l'État d'Israël. Qui refuse toute remise en cause de son comportement politique, diplomatique en tant qu'État, et qui va déployer des moyens de communication énormes pour chercher à légitimer ses actions et chercher à délégitimer les revendications et les aspirations du peuple palestinien, et aussi cette solution de l'État binational. C'est le concept de l'Asbara, j'espère que je prononce bien, et c'est Jérôme qui va essayer de nous le développer. Oui, merci. Alors, la hasbara, en fait, en hébreu, ça veut dire explication. Et le concept de hasbara se rapproche de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un système de propagande. C'est l'idée d'éviter toute remise en cause de la politique de l'État israélien, mais de partir sur le principe selon lequel on a mal expliqué, les gens ont mal compris, et donc on va mettre en place des stratégies de communication pour se faire bien comprendre et pour être bien vu. Dans la Hasbara, il y a par exemple l'idée de faire des reportages sur les enfants palestiniens soignés dans les hôpitaux israéliens, ce qui existe, mais qui est évidemment tout à fait minime par rapport à l'ampleur des enfants palestiniens qui auraient besoin de soins médicaux. Et puis, c'est aussi la mise en place de ce qu'on appelle des procédures de washing, de lavement. Je pense que vous connaissez toutes et tous ce qu'on appelle le greenwashing, quand une entreprise met en avant une prétendue avancée écologique pour cacher des aspects moins reluisants de son action. Et donc en Israël, on a eu d'abord ce qu'on appelle le purple washing, purple qui est la couleur mauve associée au féminisme. C'est l'idée de mettre en avant que l'armée israélienne est ouverte aux femmes, que Israël est le seul pays de la région à avoir eu une première ministre, Golda Meir, de 1969 à 1974, alors qu'en fait, il y a plein de problèmes liés au féminisme en Israël. Et dans un deuxième temps, il y a eu, c'est toujours avec les couleurs, ce qu'on appelle le pink washing. Le pink washing, c'est l'idée de vendre Israël et l'image du pays comme étant le havre de paix pour toutes les minorités sexuelles et de genre, donc LGBTQIA+. C'est ce qui fait, par exemple, qu'il y a une grande Gay Pride qui est organisée avec des ressources de l'État à Tel Aviv, mais qu'on ne parle pas des personnes LGBT qui sont assassinées dans le pays, par exemple dans les quartiers plus traditionnels comme Mea Shearim à Jérusalem. Et en fait, il y a une véritable agence qui a été créée, Branding Israel, donc la présentation de la marque Israël. Et dans ce cadre-là, il se trouve que le véganisme a été instrumentalisé, et c'est comme ça en fait que je me suis intéressé au sujet, avec un livre que j'ai écrit justement sur le vegan washing, donc qui contient un gros chapitre sur Israël.
parce qu'en fait, dès 2019, l'État israélien s'est présenté comme le premier État au monde à défendre le véganisme. Tsahal, IDF, qui est l'armée israélienne, a fait un grand clip de campagne expliquant qu'on peut être vegan dans l'armée israélienne, qu'on n'aura pas des bottes en cuir mais en synthétique, qu'on aura une alimentation végétale, qu'on aura un béret qui ne sera pas en laine, etc. Et dans cette démarche-là, il y a eu aussi une volonté d'inviter des influenceurs. Donc ça, c'est une agence qui s'appelle Vibe Israel, donc qui, pareil, vise à améliorer l'image d'Israël à l'étranger. Et ils ont invité 5 influenceurs véganes pour montrer comme la vie est fantastique en Israël. Même chose avec les vegan birth trips. Les birth trips, c'est des droits au voyage qu'on a lorsqu'on a, je regarde exactement, entre 18 et 26 ans, quand on peut montrer qu'on a une ascendance juive, qu'on a un grand-parent juif, ce qui suffit pour bénéficier de la loi au retour pour les juifs du monde entier pour aller vivre en Israël. Et donc dans ce cas-là, on a pendant 2 semaines un voyage tout frais payé. Et ces birth trips, donc ces voyages liés au droit de naissance, peuvent être déclinés soit LGBT-friendly, soit vegan. Donc on peut avoir des vegan birth trips, c'est-à-dire qu'on va arriver en Israël, on aura une alimentation végétale tout le temps, et on ne montera pas sur les chameaux dans le désert, etc. Tout sera vegan comme il faut. Et en fait, cette volonté de présenter Israël sous un rôle si positif, c'est vraiment quelque chose qui est mis en place par l'État. Et Netanyahou se réjouit de voir les jeunes, par exemple, se tourner vers la défense des animaux. Et faisant plusieurs voyages de terrain en Israël, j'ai pu observer que des militants qui étaient engagés dans la résolution de la guerre entre juifs et palestiniens dans la région se tournaient vers le véganisme parce que là au moins ils obtenaient quelques avancées alors qu'ils étaient tellement déçus de subir défaite sur défaite dans tout ce qui concerne les droits des Palestiniens. Et en fait, il y a une espèce de paradoxe parce que d'un côté, Israël se vante comme un pays qui respecte les animaux, où le véganisme est très en pointe. On estime qu'il y a entre 3 et 5% de véganes en Israël, à comparer aux 0,2% en France. Et face à cela, et c'est pour ça que c'est un paradoxe, on assiste à une déshumanisation des Palestiniens, à une animalisation, et sans se rendre compte que cette animalisation vise à exclure les Palestiniens de la sphère humaine et de la sphère des êtres qui ont des droits, donc ce qu'on appelle nous des êtres sentients. L'épisode le plus récent, c'était une révélation du quotidien Haaretz, qui est un petit peu le quotidien de référence dans le pays, un peu centre-gauche, un peu on pourrait dire comme Le Monde en France. Et le 13 août dernier, Haaretz a raconté que l'armée israélienne utilise des civils palestiniens à Gaza pour aller déminer les tunnels et pour s'en servir comme bouclier humain. C'est-à-dire qu'il y a des Palestiniens qui sont raflés dans la rue, à qui on met un uniforme israélien de force avec des menottes dans le dos et qu'on fait avancer dans les tunnels en se disant si quelqu'un tire dessus, ils tireront sur un Palestinien, c'est pas grave, avec l'argument leur vie vaut moins que la nôtre. Donc c'est quelque chose d'assez typique. Et en fait, c'est quelque chose qui remonte à beaucoup plus loin. On trouve par exemple la ministre de la Justice de Netanyahou en 2015 qui comparait les Palestiniens aux serpents, qui dit que voilà, il faut aussi punir les femmes, ces femmes qui ont mis au monde des nids de serpents en parlant des enfants. Et donc voilà, je ne sais pas si vous avez le temps pour une petite citation. Elle s'appelle Ayelet Shaked. Et en parlant de ces femmes, elles doivent partir, tout comme les foyers dans lesquels elles ont élevé les serpents, sinon d'autres petits serpents seront élevés. Et puis la deuxième et dernière citation que je vais vous lire, elle est assez connue, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont déjà entendue. C'est Yoav Gallant, donc le ministre de la Défense israélien, dès le 9 octobre 2003, expliquant les mesures qu'il prend contre Gaza. J'ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas de carburant. Tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. Voilà. Donc c'est ça qui m'a spécialement intéressé. C'est cette idée d'un côté d'utiliser, d'instrumentaliser le véganisme
pour améliorer l'image d'Israël, et de l'autre côté, aucune retenue dans la déshumanisation des Palestiniens. Pardon. Merci. Je sais plus si on entend encore mon micro. C'est pas du tout fini, mais merci beaucoup. Donc, malgré ce que tu dis, enfin malgré ce que vous avez présenté, le contexte et malgré les moyens de communication énormes qui sont déployés par l'État d'Israël, on voit qu'on a encore, que ce soit du côté des Israéliens, des Palestiniens ou des gens à l'étranger, des tentatives de croire à cette solution, cette solution d'un État unique. C'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, Monira, quand tu parlais d'une initiative notamment qui est menée par des Palestiniens. J'aimerais bien que tu nous la développes brièvement. Et ensuite, ça pourrait être une très bonne occasion d'expliquer le point de vue du collectif Tzedek, donc il y a encore une fois un collectif juif décolonial qui, tu vas le nuancer évidemment parce que je ne l'expliquerai pas aussi bien que toi, mais qui défend cette solution d'un État unique. Alors, est-ce que ça marche ? Oui. Alors, très vite, c'est important aussi d'écouter ce que les Palestiniens ont à dire, et c'est ce qui n'a pas été fait, et qui n'est toujours pas fait d'ailleurs à présent. Et donc il y a une initiative, notamment il y en a plusieurs, mais il y a une initiative palestinienne avec des Palestiniens de Palestine, des Palestiniens de Jordanie et des Palestiniens du Liban. En majorité, il y en a quelques-uns en France, et c'est pour ça que je suis au courant de cette initiative, qui ont lancé une initiative justement pour un État binational, et qui justement organise des conférences, des discussions, etc. Parce qu'un État binational, ça peut vouloir dire plein de choses. Il y a beaucoup de choses, une fois qu'on a posé l'idée d'État binational, il y a beaucoup de choses à réfléchir dedans, d'organisation concrète. Et du coup, il y a cette initiative qui est faite par des Palestiniens, et je pourrais donner la référence après pour ceux qui ont envie d'aller voir. Voilà. Oui, donc le point de vue du collectif Tzedek, c'est qu'en effet, on défend cette idée d'un État unique parce qu'on considère deux choses. On considère d'une part que on est antisioniste, ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout attaché ou favorable à l'idée d'un État juif en Palestine, parce que cet État-là s'est fondé et ne peut se maintenir que sur la dépossession et l'oppression d'un autre peuple. C'est ce qui a été le cas avec la Nakba de 48, donc l'expulsion massive de 700 à 900 000 Palestiniens et Palestiniennes du fait de l'action des forces armées qui allaient devenir l'armée israélienne. Et il faut savoir qu'il y a 1,5 million de personnes avant. Donc c'est énorme, et c'est d'autant plus énorme que les personnes n'ont pas pu revenir et n'ont pas eu droit, n'ont jamais pu revenir, quoi. Donc, il faut réfléchir à un pays unique, et surtout, il n'y a pas de solution. Il ne suffit pas juste de parler de la paix, il faut parler de justice, qui se dit tzedek en hébreu, et d'égalité. Et que ça, c'est pas possible dans le cadre de la partition et dans le cadre du sionisme. Maintenant, j'ai dit jusqu'ici un État unique et pas binational, parce qu'après il peut y avoir, en fait, toute la question, c'est comment est-ce qu'on y arrive et comment est-ce qu'on analyse la situation qui fait qu'il y a un obstacle. Pour nous, ça suffit pas de dire, comme certaines façons de théoriser l'État binational peuvent le faire, qu'il y a un conflit entre les deux peuples et qu'il faudrait les réconcilier. C'est évidemment vrai, mais ça ne caractérise pas de quel type est ce conflit. C'est un conflit qui est colonial, et c'est justement un État d'Israël qui se fonde qui ne peut se fonder que par la dépossession du peuple palestinien. Et donc, pour arriver à un pays unique et à l'égalité, il faut introduire la notion de réparation. Pour le peuple palestinien, la première de ces réparations, c'est le droit au retour des réfugiés, mais ça doit aussi se réfléchir au niveau du partage de la terre. Et donc, en fait, le problème fondamental, c'est vraiment celui de l'égalité, limite plus que celui du nombre d'États. Donc maintenant,
Une des façons de l'appeler, c'est ce que le mouvement national palestinien a longtemps proposé, c'est de dire une Palestine libre et démocratique de la mer jusqu'au Jourdain. C'est notamment, il y a un texte très important du Fatah de 1970 qui s'appelle « La révolution palestinienne et les Juifs », qui réfléchit à comment, dans la Palestine future libérée qu'ils imaginent, les Juifs doivent avoir un statut d'égalité et des droits culturels, notamment, qui sont reconnus. La notion d'État binational insiste sur l'idée qu'il y a une collectivité nationale juive israélienne qui s'est créée, et donc ça peut être un peu différent, mais le danger, c'est de ne pas partir de la reconnaissance de la situation d'asymétrie aujourd'hui. Donc si on dit État binational, il faut aussi introduire cette notion de réparation. Et par ailleurs, il y a aussi une question spécifiquement juive qu'il y a derrière, je ne vais essayer de pas être trop long, mais juste, il s'agit d'en parler, c'est que en tant que juif antisioniste, on s'oppose aussi à l'idée que l'État d'Israël serait l'État de tous les juifs du monde. Et que, voilà, en quelque sorte, les juifs, je ne sais pas, français, allemands, etc., seraient en quelque sorte des Israéliens en puissance. Nous, on pense que comme on est, par exemple, on est ici, on lutte contre le racisme et notamment contre l'antisémitisme ici, mais par contre, on ne considère pas qu'on n'ait pas notre place en France, qu'on ait plus notre place en tant qu'Israéliens. Sauf ceux d'entre nous qui se trouvent être Israéliens, mais pas en tant que l'État de tous les Juifs du monde. Or, un État binational, par exemple chez un théoricien qui reste sioniste comme Martin Buber, ça resterait l'État de la nation palestinienne et de la nation juive. Et ça nous poserait un problème. Donc, un État binational, c'est une solution qui est importante, mais on refuse, en tant que juif antisioniste, que ce soit l'État de tous les juifs du monde. On pense que c'est une idée dangereuse. Merci beaucoup, Daniel, pour ça. Donc vous avez vraiment un parti pris pour cette solution-là. C'est peut-être la différence avec le BDS, qui du coup est une campagne qui a fait ses preuves, qui est internationale et qui continue de mobiliser énormément, particulièrement en France, et qui, elle, ne prend pas un parti pris, mais qui par contre a des revendications importantes. Je propose que tu les développes rapidement, et ensuite on laissera Iman nous parler de ce qu'elle a, enfin, nous donner son témoignage, et on aura un petit temps pour les questions à la fin. Juste contextualiser la naissance de la campagne BDS. Donc la campagne BDS, elle naît en 2005. Avant la campagne BDS, il y a eu les accords d'Oslo en 93 qui n'ont rien donné. Il y a eu la seconde intifada en 2000 où il y a eu une révolte palestinienne qui a été réprimée dans le sang, comme à chaque fois. Et donc, dans les années 2000, les Palestiniens se demandent ce qu'ils vont pouvoir inventer pour mobiliser la solidarité internationale. Et donc, il y a une alliance de 172 organisations de la société civile palestinienne qui décide de lancer l'appel BDS en 2005. Et donc, cet appel, justement, il y a de grandes discussions sur qu'est-ce qu'on revendique. Est-ce qu'on revendique un État ? Est-ce qu'on revendique 2 États ou est-ce qu'on fait autre chose? Et donc, ils décident d'avoir des revendications très concrètes sur des oppressions qui touchent les Palestiniens et de ne pas se positionner pour un État ou 2 États. Et donc, les 3 revendications de la campagne BDS, du coup, qui sont décidées à ce moment-là par les Palestiniens, c'est la fin de l'occupation et de la colonisation, ce qui équivaut à l'égalité des droits. La deuxième revendication, c'est donc la fin de l'occupation et de la colonisation, la fin de l'apartheid, donc l'égalité des droits, et la troisième revendication, c'est le retour des réfugiés, le retour effectif, c'est-à-dire que c'est un droit. Quand en 1948, il y a occupation Nakba, l'ONU, en même temps qu'elle reconnaît un État d'Israël, elle reconnaît que les réfugiés palestiniens doivent pouvoir entrer chez eux au plus vite, et elle crée un organisme qui s'appelle l'UNRWA, le Haut Commissariat, une structure pour les réfugiés palestiniens qui devait être une structure temporaire, puisque ça devait durer quelques années.
Et finalement, les Palestiniens seront toujours empêchés de rentrer, le retour sera toujours nié aux Palestiniens. Du coup, cette agence de l'ONU existe toujours pour les réfugiés palestiniens. Donc c'est une revendication importante puisque dans tous les accords de paix qui ont été discutés, etc., on n'est jamais allé jusqu'à la question du droit au retour parce que c'est toujours ce sur quoi Israël a complètement bloqué. Et aujourd'hui, tu parlais un peu des sionistes de gauche, aujourd'hui, dans le discours, c'est la même chose en fait. On peut discuter avec les sionistes de gauche de toute la situation et de toutes les solutions pour les Palestiniens, mais le droit au retour, c'est une ligne rouge qu'ils veulent pas franchir. Donc, ils refusent systématiquement le droit au retour. Peut-être que tu voulais intervenir. Juste pour que tout le monde comprenne bien, donc il y a à peu près entre 750 et 800 000 Palestiniens qui ont été, on peut dire, qui ont dû quitter sous la force Israël en 1948. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 6 millions de descendants de ces réfugiés. Et ma question que j'ai pour le BDS, c'est jusqu'à quelle génération vous entendez l'héritabilité du caractère de réfugié, à savoir, bon, Israël, pour avoir un peu en mémoire, il y a 9 millions d'habitants, si je ne me trompe pas, dont à peu près 6 millions de juifs. Donc le BDS demande le droit au retour de 6 millions de Palestiniens, mais dans 50 ans ou dans 20 ans, on a envie que 10 ou 12 millions. Est-ce que vous imaginez un moment où on tire un trait, ou bien c'est que de la même façon que je trouve ça très, très salutaire d'arrêter de parler d'un soi-disant droit au retour pour les juifs du monde entier, qu'il n'y a aucune raison qu'un juif de Pennsylvanie ou d'Australie ait le droit, plus que d'autres, de s'installer en Israël. Est-ce que vous envisagez aussi au sein du BDS que ce droit au retour subisse quelques contraintes ou limitations? Alors, BDS, c'est un organe palestinien et je pense que s'il y a un truc sur lequel les Palestiniens sont clairs, c'est qu'ils vont pas renoncer à leur droit au retour. Et donc, effectivement, plus les années passent, plus le nombre des réfugiés augmente. Parce que tous les gens qui ont été chassés de Palestine, ils se sont retrouvés dans des camps de réfugiés dans les pays alentours, en Syrie, en Jordanie, au Liban, voilà, mais aussi un peu partout dans le monde. Et donc il y a une partie de ces réfugiés qui ont toujours un statut d'apatride, c'est-à-dire qu'ils ont des documents d'identité où c'est noté dessus qu'ils sont apatrides. Certains sont jordaniens, certains sont syriens. Enfin, c'est voilà toute une mosaïque comme ça. Enfin, Israël a fragmenté les Palestiniens dans tous les sens du terme, c'est-à-dire pendant les accords d'Oslo en faisant des zones ABC et en leur donnant des statuts juridiques différents, mais aussi dans toutes les dimensions de leur vie, ils sont fragmentés, donc ils sont tous dans des situations différentes. En tout cas, ils sont d'accord sur le fait qu'ils doivent pouvoir retourner. Après, il y a une confusion qui est faite souvent ici sur la question du droit au retour, c'est-à-dire que le droit au retour, ça ne veut pas dire qu'il y a 6 millions de Palestiniens qui vont aller s'installer le jour où on autorise le droit au retour. Il n'y a pas 6 millions de Palestiniens qui vont aller comme une seule personne s'installer en Palestine. Mais c'est la possibilité de pouvoir retourner sur la terre de ses ancêtres, de ses parents, de ses grands-parents, la possibilité de pouvoir voyager. Ça ne veut pas dire que 6 millions de gens vont aller s'installer, ça veut dire que ils ont le droit déjà d'accéder à ces terres, etc. Et c'est vraiment une question de justice et de réparation, comme tu disais, Daniel. C'est quelque chose qui leur a été volé, en fait. C'est pas... voilà. Donc, je veux dire, la campagne BDS n'a pas réfléchi à dans combien de générations le droit au retour serait effectif ou pas, parce qu'on espère avoir réglé le problème dès demain. Non, c'est pas vrai, c'est une plaisanterie, mais je veux dire, l'idée, c'est de rester sur un truc de justice et d'équité voilà, pour les Palestiniens. Du coup, la campagne BDS, elle propose ces 3 revendications. Et donc, pour aller assouvir ces 3 revendications, il faut faire pression sur Israël, parce qu'aujourd'hui, Israël n'a aucune raison d'arrêter l'occupation, d'arrêter l'apartheid, d'arrêter même les bombardements de civils. Il n'y a vraiment aucune raison, puisque Israël peut venir participer au JO et lever ses drapeaux très haut. Israël peut continuer à faire du commerce. Israël peut continuer à bénéficier
des accords commerciaux entre l'Union européenne et Israël comme si c'était un pays de l'Union européenne, ce qui fait que les avocats d'Israël coûtent 2 fois moins cher que les avocats du Kenya, puisqu'il y a des avantages européens qui leur sont accordés. C'est pareil pour l'Eurovision. Israël peut se représenter partout, et tu parlais tout à l'heure de la Hasbara, et c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'en 2006, Israël a créé un programme qui s'appelle Brand Israël, et Israël devient une marque à promouvoir avec tout un programme marketing pour vendre l'État d'Israël à travers, tu en as parlé déjà, du pinkwashing, de Tel Aviv comme une vitrine, comme la ville avec la plage, les prides, le tourisme, etc. Donc la campagne BDS, elle est en face de ça, en fait, pour dire non, en fait, on va pas laisser Israël vendre son image comme un État normal, puisque c'est pas un État normal, c'est un État qui pratique l'apartheid et aujourd'hui qui est en train de commettre un génocide. Donc la question de l'apartheid, elle a été traitée par les Palestiniens depuis longtemps, c'est-à-dire que dans le début des années 2000, quand ils lancent la campagne BDS, ils disent que Israël pratique l'apartheid contre les Palestiniens, ce qui sera reconnu par des ONG et des instances internationales beaucoup plus tard, par l'ONU en 2018 et par des ONG, Amnesty International, Human Rights Watch, en 2020, 2021. Donc les Palestiniens, ils ont toujours aussi de l'avance sur ce qu'ils vivent, c'est-à-dire qu'eux, ils le vivent, donc ils alertent sur certaines choses, et en Occident, on met toujours très longtemps à entendre ce message, c'est-à-dire qu'on a mis 15 ans à reconnaître l'apartheid, alors qu'eux l'avaient documenté, décrit, etc. Et donc la campagne BDS, elle vient pour dire, c'est pas un État normal, il y a un apartheid, donc il faut empêcher Israël de se présenter comme un État normal, et il faut poser des sanctions à Israël. Donc on commence par les entreprises qui participent à l'oppression des Palestiniens. On a des entreprises françaises, on a par exemple Carrefour, qui est une entreprise qui en 2021, à peu près tout le monde sait ce qui se passe en Palestine, tout le monde sait pour l'occupation, pour le régime d'extrême droite, voilà. Et pourtant, Carrefour décide d'aller s'installer en 2021 en Israël. Quand il est interpellé par 2 ONG, le PDG de Carrefour dit il n'y aura pas de Carrefour dans les colonies. Et qu'est-ce qui se passe ? On voit des offres d'emploi pour Maale Adumim, une colonie israélienne très connue. Et donc, Carrefour participe à l'oppression des Palestiniens de cette manière. HP Hewlett Packard participe à l'oppression des Palestiniens en équipant les systèmes de sécurité des checkpoints, en équipant les systèmes de sécurité des prisons dans lesquelles les prisonniers palestiniens sont enfermés pour des raisons politiques. Donc il y a tout un tas d'organisations qui participent à cette oppression et qui doivent payer le prix de cette complicité. Et au-delà des organisations, après il y a aussi des États, des institutions qui participent. Et la France en fait bien partie parce qu'il y a des livraisons d'armes. Par exemple, en 2014, quand il y a eu des bombardements intensifs sur Gaza, il y a eu un massacre, il y a eu plus de 2200 personnes qui avaient été tuées au dernier jour des opérations, et d'autres qui sont mortes après par manque de soins et à cause du blocus de Gaza. Et donc, à ce moment-là, on a trouvé dans Gaza des armes françaises, avec le petit drapeau français, le tampon fabrication française. Donc, concrètement, des armes françaises tuent en Palestine. Et donc ça, c'est quelque chose contre lequel la campagne BDS aussi s'investit. Donc la campagne BDS, c'est très large, en fait. On connaît beaucoup le boycott des entreprises. On connaît moins les questions de boycott culturel, de boycott sportif, et de désinvestissement et de sanctions. On a obtenu des grandes victoires dans ces domaines, notamment en termes de désinvestissement. On a obtenu le désinvestissement de Veolia il y a quelques années, le désinvestissement de Orange, qui installait les antennes téléphoniques dans les colonies. Et là, récemment, par exemple, on a eu 2 victoires récentes. Il y en a eu une de Puma qui décide de rompre le partenariat. Donc on a mené 50 campagnes internationales dans le monde entier. Et Puma qui décide en octobre d'arrêter avec l'association israélienne de football et de se retirer de ce sponsoring. Là, on a une victoire d'il y a quelques jours où AXA a décidé de retirer tous ses investissements
des banques israéliennes qui participent à la colonisation. Donc il y a vraiment un impact de la campagne BDS, mais si c'est suivi globalement, largement, etc. Donc vraiment, nous, le but de la campagne, c'est une campagne qui est très cadrée et qui demande d'avoir des actions efficaces et collectives pour parler de la situation des Palestiniens déjà, et ensuite aller au bout du bout. Le but, c'est d'obtenir des sanctions contre Israël pour le génocide et pour les violations des droits humains. Merci beaucoup, Monira. Oui, un immense bravo au BDS qui fait un travail formidable depuis très longtemps. Je pense que c'était une très bonne manière de presque finir quand tu as parlé du fait que voilà, plus le temps passe et plus les revendications s'accumulent et plus la situation apparaît bouchée aussi. C'est pour ça qu'on a mis ce titre de l'État binational, une utopie, dans le sens où on a l'impression que avec le temps qui passe, avec le contexte historique, avec les processus de paix qui se sont imposés et avec la manière dont les stratégies de communication sont gérées, dont le traitement médiatique est fait en Israël, mais aussi beaucoup en France, c'est une solution qui paraît effectivement relever de l'utopie. Et aussi avec le contexte actuel, évidemment, avec le génocide qui est en cours à Gaza. Donc c'est Iman qui va nous donner son témoignage, qui va être une manière émouvante mais réelle de terminer cette table ronde. Et du coup, je lui laisse tout de suite la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Iman. Je suis infirmière spécialisée en réanimation et aux urgences et je fais un peu d'anesthésie aussi. J'ai eu le privilège, l'honneur de pouvoir aller à Gaza au mois de janvier dernier lors de avec la première équipe médicale française qui a pu entrer à Gaza. Donc souvent on me dit bravo, etc. Mais je veux juste recontextualiser. Moi, quand je me suis inscrite pour partir à Gaza, il n'était pas question d'y aller sous les bombes. Donc j'ai pas dit que tu as été courageuse, comment tu as pris cette décision. Moi, quand je me suis inscrite, il était pour moi admis que c'était pour entrer après un cessez-le-feu. Donc j'avais imaginé très naïvement que je m'inscrivais, que je serais sur une liste et cessez-le-feu, top départ, je pars le lendemain. Sauf que moi, quand j'envoie mes documents le 5 janvier, en réponse le 10 janvier, je reçois un ordre de mission, vous rentrez dans 10 jours à Gaza. Et moi je dis mais ça bombarde là, ça tue, non? Et on m'envoie le billet d'avion et je me dis mince, c'est une petite ONG, ils ont payé un billet d'avion pour moi, ça se fait pas quand même, non, il faut que j'y aille. Et je me dis mais mince, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une famille, déjà il faut leur annoncer, et puis il reste 10 jours, donc je leur impose 10 jours pour se rendre compte que dans 10 jours on va se dire adieu. Donc moi, très discrètement déjà, dès le lendemain, j'appelle un notaire pour un testament, parce que je me dis que je vais pas rentrer, sûrement. On n'avait pas encore d'humanitaires qui avaient pu entrer à ce moment-là. Les récits que nous avions, c'était les récits d'humanitaires palestiniens déjà sur place, ou ceux qui étaient sur place au 7 octobre et qui ont très vite été exfiltrés, mais nous n'avions plus de témoignages d'Européens, d'Américains, etc. Donc quand on nous dit qu'on doit y aller, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est le flou total. Nous, on a pu préparer un peu les suivants, mais quand nous on y va, le trajet, l'entrée, la situation réelle, les besoins réels, on ne les connaît pas. Donc les 10 jours, je vais passer dessus sur le plan personnel, mais je vous laisse imaginer quand on est dans une famille très soudée, comment ça peut se faire. Le départ était très très difficile aussi. Parce que dire au revoir à ses enfants, c'est quelque chose de très très compliqué. Et surtout pour mon mari qui a imaginé pendant 15 jours des scénarios pour annoncer à nos enfants que leur maman reviendrait peut-être pas. Donc ma décision, mon engagement a aussi impliqué tous mes proches. Donc on entre dans la phase où vraiment on se rencontre entre humanitaires, on se rencontre à l'aéroport quelques
minutes avant d'aller embarquer. Et tout de suite, le lien se crée. On comprend plus tard qu'en fait, le lien se crée parce qu'on se dit, mais peut-être que tous les soirs, nos familles pleureront ensemble, ils se connaissent pas, mais peut-être que nos familles vont se lier s'ils nous perdent, quoi. Ils auront une histoire commune. Donc, tout de suite, le feeling se fait très, très fort, mais avec beaucoup d'angoisse. Moi, j'ai un de mes commissionnaires qui a eu le stress de l'entrée a eu des conséquences physiques sur lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à uriner pendant 30 heures de tout le trajet par choc du stress de l'entrée. On a dû, sur une aire de repos, lui poser une sonde urinaire pour vider sa vessie parce que ça peut être grave. Mais le stress de l'entrée était vraiment très, très palpable. Et donc, on arrive au Caire par avion. Donc, on fait Paris-Le Caire. On rencontre le reste de la mission qui se composait de 20 chirurgiens, donc 19 chirurgiens, un anesthésiste et moi. Pourquoi la seule infirmière? Parce que, pour la petite histoire, quand je m'inscris, donc c'était une annonce en fait. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Blouse Blanche pour Gaza. Nous sommes sur un groupe WhatsApp. Et un soir, il y a un message qui dit « Si vous voulez aller à Gaza, contactez-moi ». Donc moi, je le contacte en privé, je dis « Je veux aller à Gaza ». Et il me dit « Qui êtes-vous » Donc je lui dis « Voilà, je suis infirmière, j'ai mon master d'anesthésie, mes DU ». Et il me dit « Non, je cherche que des chirurgiens et des médecins ». Et je lui dis « Mais franchement, j'ai eu la chance de travailler avec des médecins très, très, très feignants qui m'ont appris beaucoup de choses en me disant « Tiens, je t'apprends, comme ça tu feras ». Et je me vends. Je sais faire des sutures complexes, je sais poser des voies centrales complexes, je sais. Il me dit, c'est très bien, mais c'est pas moi, c'est l'ONG américaine. Sauf qu'il fait l'erreur de me mettre dans le groupe WhatsApp des médecins et chirurgiens qu'il avait sélectionnés. Et moi, je voulais tellement entrer que je prends de la place dans le groupe. Et c'est le jour où je lui envoie mes documents qu'il me dit, mais t'es infirmière? Je dis, bah oui. Mais ça faisait déjà 1 mois qu'on se parlait, donc les liens étaient créés. Il me dit, c'est le destin, si t'es sur ce groupe, c'est que on va tester. Et effectivement, j'ai eu l'ordre de mission. Donc, quand on part, je suis la seule infirmière. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à l'hôpital, mais les médecins et chirurgiens se reposent beaucoup sur nous souvent. Donc, tout le trajet, moi, j'étais la plus jeune aussi. La moyenne d'âge de mes commissionnaires tournait plutôt autour de 55-60 ans. Donc, des personnes qui ont de l'expérience, et notamment dans l'humanitaire. Moi, j'avais déjà été en zone de catastrophe naturelle, mais pas en zone de guerre. J'avais jamais entendu un bombardement de ma vie. Et en fait, quand on arrive au Caire, on rencontre les autres, on prend la route. Et là, moi, on leur dit, entre le Caire et Rafah, il y a combien de kilomètres? Tu me dis 350 à peu près. 350, une ligne droite, c'est 3 heures, 4 heures. On a mis 30 heures. Avec rien dans les valises. En fait, on avait dans nos valises, parce qu'on avait amené de quoi s'autosuffire. En fait, on voulait ni dormir dans le lit d'un Palestinien, ni manger un repas qui pourrait aller à un Palestinien. Donc dans nos valises, on s'était parlé un peu avant, on avait tout amené pour s'autosuffire, bon sauf l'eau, mais moi j'avais acheté des pailles filtrantes pour boire de l'eau de pluie, s'il y en avait, boire de l'eau dans la rue, quoi. Et on s'était dit, on s'autosuffit, on ne prend rien à Palestinien. C'était sans compter sur l'hospitalité. Bon. Donc sur le trajet, tout était dans les valises, donc on savait pas quoi sortir. Puis à un moment donné, on s'est rendu à l'évidence, on s'est dit qu'on allait commencer ce qui devait nous servir en Palestine, nous a finalement servi en Égypte à cause des checkpoints. Donc, et on s'attendait pas non plus aux checkpoints en Égypte. Surtout que tout était déclaré avant, tout avait été envoyé et accordé avant, notamment aux autorités égyptiennes. Bon. On joue le jeu parce que nous avons un objectif, mais c'est très difficile parce que les checkpoints, je sais pas, on y a réfléchi après, mais un checkpoint, on sait que c'est là. La moindre des choses, c'est de mettre des sanitaires à disposition. Il n'y en avait pas. Donc, j'ai l'impression que cette déshumanisation, elle commence même pour nous avant. Vous irez faire ça, dans le sable là-bas, et puis comme ça, vous irez dire ça aux autres, et puis il y en a quelques-uns, on est sûr que ça les refroidira à revenir. C'est comme ça que je l'ai vécu. Bon, j'ai très envie d'y retourner, donc ça n'a pas marché. Donc les checkpoints, c'est 2-3 heures. Il faisait très chaud, même en janvier, il faisait à peu près ce temps-là. On avait de l'eau, donc ça va, mais c'était compliqué. Checkpoint, c'est 2-3 heures. On vous prend les passeports et ils partent avec, on ne sait où, et vous attendez, quoi. On finit par arriver à Rafah. Le passage est très
émotionnel parce que vraiment vous passez ce hangar et là vous vous dites que vous y êtes, que vous êtes à Rafah. C'était quelque chose de très fort en émotion. Sauf que là me revient quelque chose quand je sors de ce hangar qui est maintenant totalement détruit. Il y a 3 minibus stationnés et 2 ambulances qui sont là pour nous transporter vers l'hôpital européen de Khan Younes. Et donc, réflexe de survie ultra égoïste, je cours vers les minibus. Je ne voulais pas être de ceux qui montraient dans les ambulances parce que j'avais entendu dire qu'ils visaient les ambulances. Donc je monte dans le minibus et de manière totalement lâche, je vais au fond du minibus et je m'allonge comme ça. Je me dis, je pourrais peut-être éviter une balle. Ou... Bon. Voilà, réflexe de survie totalement lâche, mais que je vous dis aujourd'hui. Et on monte dans ces minibus qui roulent très très vite. Ils roulent très vite. Je pense qu'ils ont peut-être la même image que moi, mais en fait, là, on rencontre les premiers Palestiniens. Dès qu'on quitte ce hangar, la première chose qui me heurte, donc on est en fin de matinée du lendemain de notre départ, on est en fin de matinée. La première chose qui me heurte, c'est que déjà, il a plu la nuit. Les tentes, ce ne sont pas des tentes, ce ne sont pas des barnums. Il y a très peu de tentes comme on l'entend. Je ne sais pas si on a le droit de dire des marques, mais les tentes Quechua, ce n'est pas des tentes comme on les entend. C'est des... ça me fait penser aux bâches qu'on met au sol quand on veut peindre son mur. C'est un peu ça, donc transparente, avec du bois, un peu comme ce qu'il y a au plafond, avec des espèces de bâches. Et puis on voit même des espèces de cordes ou de lacets qu'ils ont essayé de mettre pour faire des tentes. Donc c'est ce qui me frappe en premier. Et puis tous les enfants, le regard, quoi. C'est la première chose qui me frappe, c'est le regard des enfants sur le bord de route. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui roulent. Donc quand des voitures passent comme ça, des délégations, ils sont très intrigués. Voilà, c'est le regard et ces tentes. Il a plu cette nuit-là, donc c'est sale. Les enfants sont aussi un petit peu sales, moins que ceux que je vais rencontrer plus tard, mais ceux-là sont sales aussi. Et je me dis, ok, là on y est. On roule très vite. On arrive aux abords de l'hôpital et on est accueillis par tous les médecins et chirurgiens qui sont très contents qu'on vienne être un peu leur soupape de décompression parce que ça fait déjà 3-4 mois qu'ils travaillent tous les jours pour oublier, pour se rendre utile et surtout pour s'occuper et espérer aussi un salaire. Ils ne sont pas payés, il faut le savoir. Ou alors ils reçoivent $100 de temps en temps quand des humanitaires donnent de l'argent. Moi, je fais partie de ces humanitaires qui a laissé de l'argent à quelqu'un de confiance pour faire des petites enveloppes. Mais $100 quand le kilo de tomates est à $30, vous comprenez bien que c'est pas très... Une tente actuellement, c'est $900. Pour vous donner une idée, une tente de place. Je ne parle pas de la belle tente avec des séparations. Donc tout est très très cher sur place, le marché noir. Donc on arrive à l'hôpital, on est très très bien accueillis. On monte dans le bureau du directeur. La salle est très grande, son bureau est très grand, le vrai directeur. Et puis on s'installe, il y a un petit brouhaha. Sauf que moi je suis dans le brouhaha depuis que j'ai mis un pied à Gaza. Et quand j'arrive dans le bureau du directeur, on s'installe. Et ils nous servent le thé. Nous, on a très envie d'aller travailler, mais eux, il faut qu'on boive d'abord le thé et qu'on mange des dattes. Et tout de suite, premier vrai bombardement que j'entends. Bon, tous, nous, occidentaux, on se soulève, on se regarde. Bon. Puis on voit qu'eux, ils continuent de discuter. Et leur vie ne change pas. Je dis, bon. On continue de parler entre nous, le temps qu'ils viennent s'installer. Deuxième bombardement. Là, on se dit, non, là, les gars, là, c'était proche, là, quand même. Puis eux continuent de faire leur vie, ils sont vraiment au niveau du bureau. Il y a le bureau et un petit salon. Eux continuent de parler, on se dit, bon, ça les a pas perturbés. Sauf qu'au troisième, là, on se dit, non, ça va 5 minutes, là, ça se rapproche. Qu'est-ce qui se passe Et on le dit au directeur, on dit là, comme c'était fort, il dit, ah bon? Il y a eu un moment, ah, ok. Et vous avez entendu, ça vous a fait peur? Non, non, vous inquiétez pas, c'est loin. Ok, bon, c'est loin. Au bout du 5e, je lui dis, excusez-moi, loin, c'est parce qu'on n'a peut-être pas la même notion. Il me dit, ah, au moins 1 kilomètre. On n'a pas la même notion du loin, effectivement. Et en fait, eux vivent dans ça, ça ne les perturbe même pas. Pareil, l'autre chose qui, moi, m'a pourri jour et nuit et continue de temps en temps de me prendre, j'ai consulté un ORL, j'ai pris rendez-vous au mois de février quand je suis rentrée, j'ai eu rendez-vous que là en juillet. Les acouphènes que j'ai à cause de ces drones, ils vivent avec ce bruit permanent. Ils appellent ça zen. Ça veut rien dire. En fait, c'est parce que le bruit fait zzz. Donc, ils les ont surnommés les appareils à zzz. Donc, zen.
Les drones, ça fait aussi partie de cette violence psychologique, parce qu'on parle toujours de la violence physique, cette violence psychologique de drone, où pour eux, quand le drone descend et que le bruit devient encore plus fort, c'est qu'il va shooter quelqu'un. Donc vraiment, ce drone qui monte, qui descend, qui s'éloigne un peu, qui revient, c'est horrible et il est vraiment tout le temps dans vos oreilles. Alors moi, j'ai de la chance, je suis sourde d'une oreille, c'est congénital. Donc je dormais sur le côté gauche et j'entendais plus rien. Ça m'a bien servi à Gaza, cette histoire. Mais eux, ils n'ont pas ça, en fait. Ils vivent avec ça tout le temps dans cette violence auditive qui est constante et qui rend vraiment fou. Je ne vous souhaite pas d'avoir des acouphènes. Ils vivent dans ça tout le temps. Donc on fait ce petit point, on se dit allez top départ, chacun va qu'à ses occupations, mais les chirurgiens ils vont au bloc pour charcuter, l'anesthésiste il va au bloc pour anesthésier, mais moi j'ai plusieurs cordes à mon arc et j'ai envie d'être partout, mais finalement je vais être nulle part. Donc je vais au bloc, bon je vois qui gère, il y a assez d'anesthésistes, de toute façon ils n'ont pas d'anesthésie, donc bon voilà. Je vais en réanimation, je me dis c'est un service dans lequel j'ai travaillé 14 ans, que je gère, je peux m'adapter. Je vais en réanimation, sauf que en réanimation, c'est beaucoup d'enfants. Donc je me présente, on va boire le thé, non c'est bon j'ai bu du thé, je veux travailler. Et il me dit on va faire le tour des patients, je te présente les cas. Premier patient, Lana, elle a 2 ans, dans un bombardement, l'immeuble s'est effondré, elle est à ce moment-là en suspicion de paraplégie, mais il s'est avéré qu'elle est effectivement paraplégique. Toute sa famille est morte dans ce bombardement. Ce sont ses voisins qui viennent la visiter. Elle a le crâne complètement ouvert, elle a des agrafes d'un bout à l'autre. Et du fait d'un œdème cérébral, la tête est vraiment, on dirait un peu les ovnis, vous voyez, avec la tête qui part un peu en arrière. On lui a rasé un bout du crâne. Elle a des agrafes, elle a 2 ans. Et elle a un drain qui sort de là. Ok, alors moi je veux pas soigner d'enfants. Dans ma vie de tous les jours, j'ai toujours refusé de faire de la pédiatrie, c'est ma limite. Deuxième patient, Wafa, 19 ans, qui a reçu une balle dans la bouche, à peu près, enfin, qui lui a traversé à peu près la bouche, et qui a été aussi dans un blast. Elle a de multiples fractures, elle a plein de points de suture partout sur le visage, elle est totalement défigurée sur le corps, elle a les 2 jambes en moins, et elle sent extrêmement mauvais, une odeur que nous, soignants, nous connaissons, c'est une odeur de pio, c'est une bactérie qui dégage une odeur. Les bactéries ont des flatulences et ça sent vraiment pas bon. Je reconnais tout de suite l'odeur. Elle fait peur, elle me fait peur, elle a les yeux globuleux, elle est cachectique, elle a la peau sur les os, parce que ça fait 2 mois qu'elle est dans ce service, qu'elle ne se nourrit pas, parce que forcément la balle dans la bouche fait qu'elle ne peut pas manger par la bouche. Elle a une sonde urinaire que je vois bien, et je demande, mais pourquoi est-ce qu'on lui met pas d'alimentation dans la sonde urinaire ? On n'en a pas. Et une alimentation dans les veines, on n'en a pas. D'accord, donc en fait, elle ne mange pas, elle est juste hydratée. Voilà, et elle fait peur, vraiment. Elle est grisâtre, et puis elle me regarde avec des grands yeux comme ça, très contente de me voir, mais ça me fait peur. 3e patient, en fait, aucune histoire fait que je peux me dire, je vais le soigner, l'accompagner pour le faire sortir du service de réanimation. Je leur dis, je reviens, je vais voir les urgences. Pourquoi ? Parce que je me suis souvenu qu'au tout début, quand j'ai été diplômée, j'avais travaillé aux urgences et je n'avais pas aimé ce service parce que j'aimais pas le fait de refiler la patate chaude. Vous venez aux urgences, vous avez un problème, ou on vous le traite, on vous réoriente, ou on vous hospitalise, mais on vous suit pas. Et j'avais quitté ce service parce que ça me manquait de suivre le patient, de le voir évoluer. Je me dis, je vais retourner travailler aux urgences, au moins, je ne m'attache à personne, ça va être très dur. Les 15 jours, là, vont être très longs. Et aux urgences, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'au début, j'ai essayé d'y mettre de mon humanité en prenant dans mes bras les mamans qui m'amenaient leurs enfants morts, complètement déchiquetés. Et très vite, j'ai arrêté de le faire. Au bout de 2 jours, je le faisais plus. De 1, j'avais pas le temps. De 2, je commençais à préparer mon retour. Et c'était l'enfer. Ce serait vous mentir que de vous dire que j'avais pas envie de rentrer, c'était trop bien. Non, j'ai compté à rebours tout de suite. Pourtant, je vais y retourner. Alors, je sais, vous allez vous dire, elle est totalement schizophrène, mais je vous dis, comme je l'ai ressenti sur le moment, c'était l'enfer, c'était horrible, mais en fait, ils sont tellement incroyables, et je les glorifie presque, mais je vous assure que c'est pas psychiatrique, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. En fait, on parle souvent de leur résilience, le peuple palestinien est résilient, On parle d'eux comme s'ils acceptaient, ouais, tuez-moi, c'est trop bien, de toute façon, j'irai au paradis. Pas du tout. Il faut enlever ça il faut qu'on déconstruise ce schéma quand on parle de Palestiniens et de leur résilience, ou alors approfondir. Qu'est-ce que la résilience, selon moi ? C'est la capacité à rebondir. C'est-à-dire que, ok, il y a un blocus, les compresses ne rentrent pas. Ok, une compresse, c'est 10 par 10. Si je la coupe, je peux en faire 4.
de 2,5 par 2,5. Et là, on peut peut-être plus travailler. Voilà, c'est toujours le VAC, c'est un système d'aspiration sur des plaies très très nécrosées, très vilaines. On met de la mousse charbonnée, d'accord, avec du charbon actif dedans. Si on mettait de la mousse de matelas, bon, on n'a pas le charbon, mais on a au moins la mousse, on va essayer. Ils essayent et ça fonctionne. Et moi, quand j'arrive et je vois des mousses de matelas dans un VAC, je me dis, vous êtes incroyables. C'est se réinventer. Alors certes, les conditions d'hygiène sont horribles. Nous, on arrive dans un hôpital qui est le seul hôpital de Gaza où les patients vivent à l'intérieur. Pardon. Les Palestiniens vivent à l'intérieur, pas les patients. C'est un hôpital qui a à peu près 315 lits. On était à peu près à 900 personnes hospitalisées déclarées. Donc ça, c'est une chose. Mais moi, je parle des personnes qui vivent dans les couloirs. Et ça, on était à peu près à 25 000 personnes dans un hôpital qui n'est pas si grand. C'est pas le grand CHU que vous pouvez imaginer quand vous vous déplacez qui fait 7 étages. L'hôpital fait 2 étages. Donc vous ne pouvez pas vous déplacer. Moi, j'étais aux urgences. La réanimation était vraiment au bout de l'hôpital, au bout du couloir. J'étais obligée d'envoyer en éclaireur des personnes pour évacuer, pour passer vite avec le brancard. Parce que les couloirs, il y a des draps qui tombent du plafond pour avoir quand même un peu de dignité, un peu d'intimité. Et puis ensuite, les enfants aussi vivent dans ces couloirs. Donc vous avez de la vie, vous avez la mort, vous avez aussi des personnes qui cuisinent, mais en même temps ça pue, mais en même temps il y a des patients qui attendent de passer. En même temps, il y en a qui ont pris des balles, donc il y a du sang. Le sang, ça sèche, c'est dur à nettoyer. Il n'y a pas de quoi nettoyer. Vous avez des personnes qui cuisinent, donc vous avez les odeurs de nourriture. Bon, c'est souvent du pain, ils mangent beaucoup de pain. C'est un mélange d'odeurs il y a le vomi aussi. C'est des mélanges d'odeurs qui cohabitent, qui sont pas agréables. Et on est en janvier. Donc en janvier, il fait plutôt ce temps-là le jour, mais la nuit, il fait très très froid et il pleut. Donc je sais pas pour vous, mais moi là, juste 2 jours, j'ai déjà le nez pris. Et c'est ce qui se passe, c'est que tout s'attrape froid. On a le Covid qui est au plafond à ce moment-là. L'hôpital, comme il fait froid, il ferme les portes d'accès. Donc c'est une espèce de bouillon de culture qui est propice aux infections. Tout le monde est infecté. Cet hôpital est un nid à bactéries. Et très vite, je me dis, comment on va pouvoir soigner dans des bonnes conditions ? Eh bien, on ne peut pas. Donc, on fait de la médecine de guerre hospitalière. Nous, on avait dans notre délégation le professeur Raphaël Pitti, qui est un médecin de guerre, professeur, adjudant, il est militaire, hein, il a fait l'armée, il est médecin de l'armée française, il a été en Syrie, il a été en Ukraine, et je peux témoigner que j'ai vu Raphaël une fois arriver aux urgences, parce qu'en fait lui il travaillait plutôt sur Rafah, il coordonnait l'ouverture des centres médicaux. Arrivé aux urgences, et puis j'ai eu un petit bébé de 2 ans qui est tombé du 2e étage, donc j'étais sur son cas, je l'avais intubé, il était allé en radio pour faire un body scan. Et on m'appelle au scan pour me dire qu'il s'est un peu extubé, donc il fallait que j'y retourne. J'y vais en courant, entre-temps il y avait eu une arrivée massive. Je vais voir le petit de 2 ans au scan. Quand je reviens, Raphaël était là. « Ah, salut Raphaël, tu veux m'aider ?» Il me dit « Ramène-moi un brancard. » Bon, il n'y en a pas. « Ok, pas de brancard, il me faudrait ça. » Je dis « Mais il n'y a pas. » « Mais il m'en faut. » Et il perdait ses moyens, je le voyais me dire, il n'arrivait pas à... Il perdait ses moyens, je l'ai vu perdu. Vraiment, perdu. Et là, quand j'ai vu ça et qu'on a redébriefé le soir, je lui dis, Raphaël, ça faisait 2 jours qu'on était là. Je lui dis, Raphaël, tu m'as extrêmement perturbé. Je t'ai vu vraiment le regard vide et perdu. Il me dit, man, c'est la première fois que je fais de la médecine de guerre hospitalière, à l'hôpital. Je n'aurais jamais imaginé faire ça. C'est pire que sur un champ de bataille. Et il a fallu qu'on se réinvente quotidiennement à cause de ça. Je vais essayer d'être pas très longue, juste pour vous parler de ce que j'ai pu voir. Je milite depuis que je suis revenue par rapport à ces chiffres qu'on entend. On a dépassé la barre des 40 000 morts officielles, des plus de 12 000 disparus. On est à 100 000 blessés. Je vais juste vous raconter une petite anecdote pour vous expliquer pourquoi est-ce que ces chiffres sont totalement faux. Nous avions dans chaque hôpital, dans chaque structure hospitalière, il y a une déléguée du ministère de la Santé palestinienne qui vient recenser, très froide, elle vient recenser les morts pour donner les chiffres, pour que ces chiffres paraissent, on dit souvent selon le Hamas. Moi, le 26 janvier, exactement, j'accueille Abir et j'aimerais qu'on puisse lancer un hashtag « Je suis Abir ». Je veux visibiliser et humaniser Abir parce qu'elle représente pour moi, c'est plus de 200 000 morts pour moi aujourd'hui. Abir, quand elle vient, elle arrive, j'ai parlé d'elle à l'Assemblée nationale, elle arrive sur ses 2 jambes avec son mari à sa droite, parce que je la revisualise, et son fils de 4 ans, Ryan, à sa gauche. Quand ils arrivent, elle est pas bien, hein, elle marche pas, mais elle est vraiment tenue, elle est grise.
je fais du SMUR, j'ai fait des urgences, quelqu'un qui est gris, je le perfuse tout de suite, je fais son bilan et on voit après. Elle est grise, on l'installe, on lance son bilan, elle est diabétique depuis l'enfance, mais je vois qu'elle a un fils, donc je comprends qu'elle sait gérer son diabète et qu'elle sait être enceinte avec un diabète. Et quand on fait son bilan, on voit tout de suite que son sang est très très acide. Le temps de réussir à avoir une place en échographie, on se rend compte très vite que le cœur de son bébé ne bat plus, elle est enceinte de 7 mois, du fait de cette acidité et du manque d'insuline. On l'hospitalise en réanimation. En réanimation, à 16 heures à peu près, on extrait son bébé, elle accouche par voie naturelle. Et maintenant, on se concentre sur la maman. Pour se concentrer sur la maman, on a besoin, c'est quelque chose qui, en France, quand j'ai des acidocétoses qui viennent en réanimation, j'ai un protocole et je n'ai même pas besoin du médecin, j'ai mon protocole, je prends ma petite goutte de sang, je fais mon analyse et si tu as 2,8 de kaliémie, je mettrai tant d'insuline et ensuite c'est moi, infirmière, pauvre petite infirmière bac plus 3 plus mon master bac plus 5 qui sait gérer ce type d'urgence où j'ai quasiment la vie de la maman et du bébé entre les mains. Je fais mon petit protocole et puis si j'ai une question, je vais voir le médecin. Là-bas, je leur dis, bon, bah, c'est bien, on va pouvoir lancer une petite analyse. Bon, 2 fois par heure, c'est peut-être trop vous demander, mais 1 fois par heure pour pouvoir analyser le sang de Habir et adapter le traitement. Ils m'ont regardé, ils me disent, Iman, dans ma cartouche, il me reste 11 examens. 1 fois toutes les 6 heures, je veux bien. Je lui dis, mais c'est pas possible. Et là, elle va partir, 6 heures, c'est trop. J'ai essayé de négocier, il me dit, Iman, il faut que tu mettes tes émotions de côté. Le chef de réa, il me dit, regarde, j'ai 14 patients. Je ne sais pas quand est-ce que je vais recevoir une nouvelle cartouche. Il m'en reste 11, on ne peut pas faire ça. Je dis franchement, 6 heures, c'est vraiment parce que c'est toi. Mais on ne pourra rien pour elle. Donc je lâche pas, je fais mon analyse, j'essaye selon ses constantes, etc., de réguler. Mais Habir nous quittera le lendemain à midi. Voilà, elle est décédée, elle laisse son fils de 4 ans. Et moi, je veux que Habir soit comptabilisé. Donc quand je vais voir cette dame de l'autorité palestinienne, elle me recale. Froidement, elle m'explique que ce n'est pas pris en compte. Et j'ai voulu pousser le curseur encore plus loin à essayer de comprendre. Même quelqu'un qui va arriver aujourd'hui, admettons, il arrive, il a sa jambe en moins. Ça, c'était tous les jours. Hein. Les jambes, les pieds, la bout de la tête en moins, c'est 10-15 fois par jour. Hein. Quelqu'un qui arrive, il a sa jambe qui a explosé, son bras qui a explosé. D'accord pour ceux qui ont envie de voir, je peux vous montrer des photos pour vous expliquer mon propos. C'est-à-dire que quand ils sont explosés, il pleut, il y a la terre, il y a c'est boueux. Donc quand les plis arrivent et que le membre est démembré, il n'est pas propre, il n'est pas découpé à la scie. Vous voyez, il est arraché, donc il y a vraiment des lambeaux, il y a de la terre dedans. Et souvent, ils viennent pas tout de suite parce qu'ils ont peur de se déplacer, donc ils trouvent des stratagèmes pour pouvoir arriver. Quand ils viennent, la plaie était à l'air et dans la terre depuis plusieurs heures, donc il faut beaucoup d'antibiotiques, et très fort et ciblé. Le peu d'antibiotiques qu'ils ont, ils vont les mettre, mais ils sont pas adaptés. Ils vont mettre des antibiotiques spécifiques qui en France coûtent très cher, sur des plaies où on n'a même pas fait d'examen, où cette bactérie qui est grave n'a même pas eu le temps encore d'arriver. Et en fait, forcément, il s'infecte très vite. Le patient, dans les 3 à 5 jours, il décède. Ça, c'est les décès par infection, par choc septique, on en a eu tous les jours. Eh bien, ce patient-là, si je prends son dossier et que je vais voir cette dame, ah ben non, il est mort d'une infection, je le compte pas. Oui, mais suite à une explosion et un bombardement. Ah non, je compte que les morts directs. Donc c'est pour ça que dès qu'on est revenu, on dit multiplie. Si je prends l'exemple d'une journée, parce que sur ma rotation, j'étais la seule étrangère aux urgences. Donc j'étais la seule à voir les morts arriver. C'est ce que disent mes collègues. Ils disent Iman, elle dit que quand elle prend l'exemple d'une journée, du lever du soleil à peu près, parce qu'il ne se déplace pas la nuit, jusqu'à à peu près 17h où ça se calme un peu, les morts que j'avais n'étaient pas des morts par explosion ou par balle. Il y en avait, mais ce n'était pas la majorité. C'était des AVC que je ne pouvais pas traiter. C'était des patients, il n'y a plus de dialyse, il n'y a plus de chimiothérapie, il n'y a plus de radiothérapie. Donc toutes ces morts qui, du fait du blocus et de tout ce barrage fait autour de Gaza, ne peuvent pas se soigner et meurent. Mais pour moi, ce sont des victimes du génocide. Eh bien, pas pour toute cette grande rhétorique médiatique que nous avons, où il faut se battre pour dire qu'il y a plus que les 40 morts. Et les 40 000, et même les 40 000 morts sont remis en cause. Alors, des fois, je m'amuse, c'est de la provocation, et à chaque fois, je m'excuse par avance. J'espère ne heurter personne. Je dis d'accord. Il y a eu combien de morts le 7 octobre et on les déplore 1200. Si je vous dis qu'il y a aujourd'hui 1200 morts palestiniens, est-ce que du coup on va peut-être plus se lever si on dit juste 1200 alors? D'accord. Il y en a beaucoup plus. Mais si on dit juste 1200,
puisqu'on est toujours dans cette espèce de parallélisation du conflit. Ça fonctionne pas. Voilà 6 mois que je suis rentrée, voilà 6 mois que je ne refuse jamais de porter leur voix. Petit aparté, après je termine, Fiona, promis. Nous sommes rentrés un mardi, le vendredi, moi je suis partie très discrètement, et le vendredi, une collègue m'appelle de France et me dit: Man, écoute, pour votre retour mardi à l'aéroport, il y aura des journalistes, des députés, il y aura du monde. Et là, je m'énerve, j'appelle mon ONG, très égoïstement: mais moi j'ai un centre médical, mais moi j'ai une fiche Google, je vais me faire assassiner, je vais me faire tuer, c'est pas possible, on va me tuer mon cabinet, moi je. Et je retourne dans le service et j'ai eu l'affront, tous mes collègues en buvant le thé, de leur dire: vous vous rendez compte, il y a des journalistes qui veulent venir à l'aéroport, nous parler, nous demander ce qu'on a vu. Et leur mâchoire s'est décrochée. Ils me disent: mais Iman, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu avec nous, tu vas le garder pour toi ? Non, ta mission, elle continue en fait. Il faut que tu parles de ce que tu as vu, factuellement. Ne mens pas, dis ce que tu as vu. Et c'est en l'honneur de cette petite phrase dite au décours d'un thé palestinien que je veux porter leur voix, que je veux les réhumaniser, que je donne des prénoms, des âges, des histoires, des métiers. Cette rhétorique, moi, pour moi, elle me donne envie de vomir. Dommages collatéraux, on parle de mort, non. Ce sont des attaques, des frappes israéliennes sur une population civile innocente. Et la rhétorique d'attaque terroriste du 7 octobre, c'est l'attaque qui est terroriste. Il faut arrêter de penser que tous les Palestiniens sont nos terroristes. À partir du moment où on les a mis on leur a collé une étiquette palestinien est égal terroriste, on ne peut plus avoir de peine pour eux. C'est-à-dire qu'un bébé, comme on l'a vu le 26 mai dernier, Ahmed Abou Najjar, 18 mois avec la décapité, le lendemain, il y a eu des milliers de personnes dans la rue, et puis maintenant les images arrivent avec des enfants déchiquetés et on n'en parle plus. Donc il faut réhumaniser ces personnes et leur donner des noms. Voilà, et il faut bien sûr boycotter, manifester et les réhumaniser. Désolée pour la longueur. Merci beaucoup Iman, vraiment merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir ici et de nous raconter tout ça, de le faire sans pleurer vraiment merci beaucoup. Surtout dans le contexte où elle vous a expliqué, elle veut repartir, il y a des problématiques à ça, donc merci vraiment d'avoir bravé ça pour venir ici et nous raconter tout ça. Je vais vous dire qu'on a le temps pour une question. Ouais, je suis désolée, je vais choisir quelqu'un, ça va faire très... Mais en fait, il est venu nous voir hier soir, donc il a réservé sa place hier pour poser la question aujourd'hui, donc je vais respecter ça. Désolée Audrey, ce n'est pas toi. C'est pas mon papa non plus, c'est ce monsieur. Oui, bah oui. Tu vas me faire chialer, arrête. Merci, quel privilège. Désolé pour les autres questions, je pense que... Waouh. Je vais essayer de garder mon sang-froid. Attends, ne fais pas ça, je vais pleurer. Merci ma chérie. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à venir ici et puis j'ai été très stressé parce que je vais vous contextualiser en fait ma prise de parole. C'est peut-être pas une question parce qu'il y en a des millions, enfin des tonnes de questions et le sujet est tellement complexe que ça on prendrait plusieurs jours à répondre à tout ça. Mais je vais contextualiser le contexte, c'est que, enfin, ma réaction, désolé. Je suis israélien, j'ai 2 nationalités, je suis né en Israël, j'ai vécu avec le discours israélien, j'ai vécu en tant que juif de culture, la spiritualité c'est autre chose, et j'ai vécu aussi dans une famille qui a complètement été embarquée dans ce rêve sioniste en fait. 90% de la famille de ma mère, juif ashkénaze, est disséminée par les nazis.
mon grand-père qui est là d'ailleurs, il est parti rescapé de camp d'Auschwitz, il a fait 5 ans de concentration, et donc il y a un passé très lourd en fait. Ils ont cru à ce rêve en fait sioniste. Ma mère est partie vivre en Israël, elle a rencontré mon papa israélien, qui a vécu beaucoup la guerre, beaucoup, vraiment. Il était là à Gaza pendant la première intifada, il était au Sinaï pendant l'occupation israélienne du Sinaï, il était à Sabra Shatila, c'était lui qui a découvert les massacres, il était au premier rang des massacres en fait. Donc l'histoire de ma famille est très lourde. Donc émotionnellement c'est très fort pour moi, et le fait d'être là, c'est une espèce de déconstruction aussi sur tout ce qu'on a pu m'inculquer depuis ma plus tendre enfance. On m'a toujours dit, les juifs sont un peuple élu. Les juifs, ils sont différents, ils sont même au-dessus en fait. D'ailleurs, à partir de 12 ans, je me suis dit, c'est bizarre, c'est quand même une base assez raciste en fait. Et en fait, j'ai eu aussi ce discours israélien, et en fait, à force de me prendre la tête aussi, parce que je suis aussi antispéciste, je suis aussi gay, donc si vous voulez, je suis un peu le vilain petit canard, et après j'ai pris l'habitude d'être marginalisé. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a énormément de souffrance. Ce qui se passe ici, en tout cas le ressenti que j'ai en premier, c'est la gratitude que j'ai envers vous d'être posé en fait, de pouvoir discuter de manière posée, on est dans le calme, avec des sujets extrêmement lourds, avec des sujets extrêmement provocateurs aussi, parce que dès qu'on parle de binationalité, enfin de pays binational, tout de suite on va scander ouais anti-sioniste, du coup anti-sioniste, antisémite, enfin voilà, vous savez ce que je veux dire. Donc déjà merci d'avoir vraiment posé ce sujet de manière très posée, et aussi je vais aussi terminer là-dessus sur je sais pas pourquoi, j'ai envie de comparer avec ce qui s'est passé au Rwanda. Hier, je discutais avec Émeric Caron, et il me disait, tu te rends compte que là, avec les jeunes palestiniens, on a bousillé 2, 3, 4, 5 générations, ça se trouve. Donc pour faire la paix, c'est quasiment impossible. Regardez ce qui s'est passé au Rwanda, c'était il y a 30, 40 ans. Et là, en fait, les Hutus, les Tutsis, ils vivent en symbiose. En fait, la paix est possible. Quand je vous vois ici, quand je vois toutes ces belles personnes d'ailleurs, j'ai un petit, mais très petit, mais il est là. L'espoir est là. Donc un immense merci du fond du cœur. Oh, pardon. Du coup, j'avais dit une question, c'était pas vraiment une question. Donc, merci beaucoup quand même, c'était important, vraiment très important, merci. On va prendre une question. Je fais juste un point programme pour vous dire qu'après à 15h, on a 2 formations qui vont avoir lieu là. Il y a une formation sur les droits juridiques en tant que militant et militante qui est assurée par une des avocates des Soulèvements la Terre. Et on a une formation sur comment accueillir des animaux sauvages, je crois, chez vous et créer un refuge qui est fait par Futurasso. Je pense que je l'ai mal expliqué, mais ils vous l'expliqueront super bien à la formation. Ça reprend à 15h, donc si vous voulez aller manger, vous pouvez, parce qu'on a moins d'1 heure de pause. Celles et ceux qui veulent rester, poser des questions, on va en prendre 2. S'il vous plaît, faites rapide. Dans les réponses aussi, faites rapide, parce que je me fais engueuler. Donc, on relève la main. Je vais choisir de nouveau de manière arbitraire. Audrey, désolée, ce sera encore pas toi. Madame. Bonjour. Face à l'idée, face à la situation de massacre et de violence psychologique, on a parlé, je m'adresse à David, de réparation et comment on peut envisager cette réparation. Alors, je pense que ça risque aussi de prendre du temps, et moi, ça me paraît utopique, vu en fait Et aussi, je pense qu'il faudrait aussi passer par la reconnaissance du génocide. Donc, en fait, ce mot, il a été prononcé plusieurs fois, mais en même temps, ça signale comme un après-deux. Et donc, j'aimerais bien qu'on développe cette idée déjà de parler de réparation et comment ça peut se mettre en place vu la situation. Enfin, parler de violence psychologique qui reste, qui est là depuis pas mal d'années. Et voilà. Comment ça peut être expliqué, ça, cette idée de réparation? Alors, quand j'ai introduit cette notion de réparation, je pensais surtout à des réparations qui sont matérielles,
la question du retour, la question du partage des terres, qui en fait doivent être posées pour pouvoir parler d'égalité réelle. Maintenant, il y a aussi en effet une dimension, disons, de reconnaissance, du génocide en cours, de reconnaissance de la Nakba, qui sont nécessaires pour qu'on puisse parler d'une paix juste et donc d'une paix durable. Maintenant, c'est sûr que en fait, tout ça et toute solution dont on parle sont évidemment au plus loin de la situation actuelle et supposent des changements en fait drastiques. Et c'est sûr aussi que depuis la France, notre rôle, c'est en tout cas, il se réduit, mais c'est beaucoup à réfléchir à ce qu'on peut faire justement pour aller plus dans le sens de l'égalité, pour militer, alors par exemple pour une de ces réparations qui est le droit au retour, etc., pour imposer notamment médiatiquement la reconnaissance, par exemple du génocide en cours. Maintenant, quand on parle de paix, d'égalité, de justice, on ne parle pas de quelque chose qui est applicable tout de suite sans que ça nécessite un changement majeur. On parle de choses qui nécessitent des changements majeurs. Par contre, peut-être que le rôle de ces notions, le rôle peut-être de cette notion d'État binational, qui peut être une utopie si on veut employer le terme, c'est plutôt de donner un contenu à l'idée de plus jamais ça, et à l'idée avoir des aspirations et avoir des façons de penser ce que peut être une rupture avec la situation actuelle qui soit à la hauteur, en fait, dans la façon dont on en parle, de l'horreur de la situation actuelle. Et donc d'avoir aussi un militantisme pour la reconnaissance, pour la réparation, pour la justice, qui soit à la hauteur du niveau de violence et d'horreur actuelle. Quand bien même ça passe par le fait des utopies. En effet, peut-être que la justice n'est pas réalisable tout de suite et qu'elle suppose d'abord des changements majeurs, c'est vrai. Moi, j'ai une question sur, admettons, on a réussi à faire un État binational. Quel modèle aurait-on sur l'après? Par exemple, en Afrique du Sud, il y a eu le rêve d'une nation arc-en-ciel. Et à contrario, en Algérie, on a fait partir tous les colons français. Donc, quelle est la meilleure solution en Israël-Palestine? Est-ce que le mieux, ce serait le modèle sud-africain ou alors le modèle algérien? C'est intéressant ce que tu poses comme question parce que Omar Barghouti, qui est le cofondateur de la campagne BDS, qui est palestinien, il a justement parlé de ça. Et en fait, ce qui oriente ce qui va se passer, c'est aussi la résistance israélienne au constat qu'il va falloir décoloniser. Et qu'il va falloir à un moment arrêter et que toute colonisation va prendre fin à un moment. Et du coup, il y a plusieurs façons. Soit il y a un processus, et je vais aller vers la Kanaki d'abord avant de revenir à tes propositions. Mais par exemple, en Kanaki, il y a un processus qui avait été commencé de décolonisation, mais qui aurait pu être vraiment à la fois de la cohabitation et à la fois se faire en douceur, sans grande lutte, sans lutte armée, etc. Sauf que Macron, il a décidé évidemment de tout gâcher en mettant le feu aux poudres, etc. Donc ça, c'est un modèle particulier. Ensuite, il y a tout un tas de modèles possibles. Mais en fait, ce que disait Omar Barghouti, c'est que, et c'est confortable pour moi parce que du coup, je prends pas la parole en mon nom, mais du coup, je peux citer une personne palestinienne qui a créé le mouvement dans lequel je milite. Lui, il disait, en fait, Israël est en train de nous pousser à passer d'une lutte à la sud-africaine à une lutte à l'algérienne. Donc exactement les deux exemples que tu donnes. Parce que quand a été lancée la campagne BDS, c'était dans le modèle d'une lutte contre l'apartheid.
comme la campagne BDS, elle s'inspire aussi de cette campagne en Afrique du Sud, une campagne de boycott. Je mets jamais le micro au bon endroit. Une campagne de boycott qui a permis de faire tomber le régime ségrégationniste sud-africain. Et du coup, lui, il dit, on est parti de ce modèle-là, mais en fait, vous voyez, avec ce qui se passe, en fait, on peut se retrouver à aller vers une lutte à l'algérienne, de décolonisation totale, etc. Je veux dire, le problème, c'est que les Palestiniens qui sont en train de subir, et le camarade n'est plus là, mais je trouvais très touchant ce qu'il disait, et très intéressant, de parler aussi des générations palestiniennes qui sont multi-traumatisées, en fait. Il y a des générations de Palestiniens qui ont subi toutes sortes d'oppressions, de violences, de meurtres, de crimes, d'empêchement de vivre, etc., qui fait que, oui, en fait, c'est plus difficile d'accepter de vivre avec, et ça, c'est dans des témoignages palestiniens, on l'entend, des gens qui habitent à côté de colonies où les colons viennent sans arrêt incendier leurs terres, commettre des pogroms, les attaquer, etc. Oui, pour les Palestiniens qui sont là, c'est compliqué d'imaginer que demain, ils vont vivre avec eux. Et c'est pour ça qu'on revient à la notion de réparation, c'est-à-dire que pour cohabiter, il faut aussi qu'il y ait justice, réparation, etc. Sinon, c'est pas possible de cohabiter comme ça avec ses bourreaux, comme si c'était rien passé la veille. Donc, je veux dire, c'est pas des questions qu'on va régler là aujourd'hui, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des questions qui se posent et il faut pacifier au maximum, en fait. Et cette déshumanisation-là des Palestiniens, actuellement depuis des années, mais plus forte depuis des mois, elle n'aide pas à penser les gens comme des égaux avec lesquels on peut vivre. Elle fait penser juste des gens qui nous empêchent d'avoir toute la terre, et donc il faut les exterminer parce que c'est pas vraiment des humains, c'est des animaux, etc., etc. Et donc, au lieu de se poser la question comme ça, je pense qu'il faudrait la poser plutôt à des pro-israéliens, en fait. Comment ils envisagent un règlement de la situation autrement qu'en génocidant les gens qui sont ici, quoi. Merci. Oui, moi je voulais juste te dire que, alors dans l'histoire des discours qui sont tenus sur Israël-Palestine, du côté, dans le discours sioniste, il y a cette idée que les Palestiniens auraient toujours voulu jeter les Juifs à la mer, qui est une formule en fait qui date de 48, mais qu'on retrouve en fait surtout dans des manuels destinés aux soldats israéliens, pour dire c'est ça la menace si on gagne pas. C'est ça l'histoire de cette formule, jeter les Juifs les Palestiniens qui voudraient jeter les Juifs à la mer, et que à l'inverse l'idée, alors que toi tu désignes comme le modèle sud-africain, en tout cas l'idée de l'égalité, de la cohabitation et de une libération de la colonisation qui soit une libération en fait des colonisateurs comme des colonisés, une libération collective. Cette idée, elle a une longue histoire palestinienne, dans une moindre mesure israélienne aussi. Je parlais de ce texte du Fatah, La révolution palestinienne et les Juifs, ou dans le mouvement national palestinien, cette idée qu'il va falloir construire un pays à égalité, où ceux qui sont aujourd'hui les Juifs israéliens et les Arabes palestiniens seraient à égalité dans une Palestine future. Elle a une longue histoire, mais il y a aussi un mouvement comme le Matzpen, par exemple, qui est un mouvement communiste israélien qui posait cette question de l'égalité des droits et ce qu'ils appelaient une désionisation, qui serait une rupture avec le sionisme dans le cadre d'une Palestine démocratique, où ils disaient les Juifs auraient leur place à égalité avec tout le monde et ils pourraient avoir du coup véritablement cohabiter avec les Palestiniens et véritablement être libérés aussi d'un État qui est profondément militariste, qui les oblige à faire le service militaire à 18 ans, qui les met dans cette ambiance guerrière permanente. Et donc en fait la décolonisation de la Palestine peut aussi être une libération des Juifs israéliens. Tout dépend évidemment dans quelles conditions elle se fait, mais il y a une histoire de cette idée, il y a des luttes à mener. On peut penser aussi aux anarchistes contre le mur dans les années 2000, qui sont aussi des groupes d'Israéliens qui allaient activement, qui faisaient vivre en quelque sorte cette idée de cohabitation en allant activement lutter avec des Palestiniens contre le mur de séparation qui était en train d'être construit en Cisjordanie.
Mais donc en fait, cette idée, si on veut, une nation arc-en-ciel, en tout cas une nation démocratique où tout le monde vit à égalité, en fait, c'est une idée qui peut se faire vivre aujourd'hui et pour laquelle il vaut le coup de se battre. À la demande du public, on va prendre la question d'Audrey. Et après, on va vraiment arrêter. Waouh, c'est gentil, merci. Déjà, Iman, merci. Et puis vraiment, au début, tu as parlé de lâcheté, s'il te plaît. Il n'y a rien de lâche dans ton témoignage, donc s'il te plaît, ne dis pas ça. J'ai une question pour BDS. Je sais que Google a fait un contrat il n'y a pas longtemps avec l'armée israélienne. Je voudrais savoir pourquoi Google n'est pas dans la liste des entreprises ciblées. Et j'ai une question aussi pour vous. C'est quelle est la part de population israélienne qui est engagée dans un processus de binationalité ou de réflexion? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de manifestations à Tel Aviv contre la guerre, mais j'arrive pas à me rendre compte du nombre en fait et aussi les gens qui étaient dans les kibbutz. Est-ce qu'ils étaient, pour quelle fraction de la paix ils étaient? Du coup, la campagne BDS, elle est souvent pas comprise. Elle est comprise comme on va cibler toutes les organisations, toutes les entreprises qui ont la moindre participation ou lien avec l'État d'Israël. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est pas dès qu'un magasin ouvre en Israël, on l'attaque, etc. C'est-à-dire que c'est une campagne qui est stratégique. Donc, on boycotte pas absolument tout ce qui a un lien avec Israël, mais on choisit. Donc, il y a des ONG qui travaillent. Il y a une ONG notamment qui s'appelle Who Profit, qui établit chaque année des rapports sur quelles sont les entreprises qui participent à la colonisation, quelles sont celles qui en profitent, etc., qui profitent de l'oppression des Palestiniens. Donc, sur la base de ces rapports, le comité, le BNC, le Boycott National Committee, le BDS palestinien, établit des stratégies et des priorités. Et par exemple, on ne mène pas des campagnes qu'on ne gagnera jamais. Donc, par exemple, on n'a pas de campagne de boycott contre Coca-Cola. Pas parce qu'on ne vous conseille pas de boycotter Coca-Cola. Je veux dire, si on a un minimum écolo, tout ça, on a envie de boycotter Coca-Cola, et c'est ce que je fais à titre personnel. Mais on n'appelle pas au boycott de Coca-Cola. Pourquoi? Parce que mener des campagnes qu'on n'a aucune chance de gagner, c'est complètement contre-productif. Donc le but, c'est de mener des campagnes qu'on va gagner. Et quand on a mené une campagne contre AXA, on disait aux gens, on va gagner. Et les gens disaient, bah non, vous n'allez jamais gagner contre AXA. Résultat, il y a quelques jours, le truc il tombe, ils ont décidé. On avait eu une première victoire contre AXA il y a quelques années, où ils avaient enlevé leur investissement dans Elbit Systems, une entreprise d'armement israélienne. Et là, ils ont fini par enlever tous les investissements dans les banques israéliennes. Donc, on savait avec AXA qu'on pouvait gagner, ça avait été étudié, réfléchi, etc. Et donc, les campagnes qu'on mène, c'est des campagnes qui sont faites pour qu'on gagne. Donc, quand on vous dit on mène cette campagne contre Carrefour, on va gagner contre Carrefour. On ne sait pas quand, c'est une question de temps, mais on va gagner. Et donc, on ne mène pas des campagnes contre Google, contre le monde entier. Parce qu'on ne sait pas si on peut les gagner. Par contre, toutes les campagnes qu'on est en train de mener, on sait qu'on peut les gagner et qu'on va les gagner. Juste quelques mots sur la question qui a été posée sur qu'est-ce que c'est que ces manifestations à Tel Aviv et même ailleurs, et comment sont les Israéliens par rapport au conflit. En fait, il y a vraiment deux choses. C'est qu'il y a une majorité des Israéliens qui restent opposés au gouvernement Netanyahou. Enfin, ça c'est clairement établi. Mais toutes ces manifestations, c'est essentiellement pour le retour des otages. C'est pas du tout. On dit souvent, j'avais écrit une tribune qui était parue dans Le Monde en octobre. L'occupation, c'est the elephant in the room, l'éléphant dans la pièce, parce qu'on parle pas de l'occupation. Toutes ces manifestations, c'est en premier lieu parce qu'on pense que la politique menée par Netanyahou n'est pas la plus apte à faire revenir les otages, que des négociations ce serait mieux, qu'on l'a vu quand il y a eu une trêve en novembre. Et donc le gros des manifestations, c'est ça. Ensuite, cependant, il existe tout de même des juifs israéliens qui portent par exemple le t-shirt de Daniel, qui sont opposés à l'occupation, qui mène une politique de gauche résolument hostile au gouvernement Netanyahou, mais bien au-delà de la question des otages, mais plus fondamentalement
pour mettre fin à l'apartheid, mettre fin à l'occupation, etc. Et par rapport à la question historique là, de notre collègue là-bas, il existe quand même toute une pensée juive pour une résolution avec un État. Et je me permets de vous recommander ce livre de Shlomo Sand, « Deux peuples pour un État ». Donc là aussi, ça peut être fédération, confédération, État binational ou autre. Et si vous lisez ce livre, vous verrez que depuis le 19e siècle, il y a de très nombreuses personnalités juives, et pas des moindres, on peut citer Einstein par exemple, qui vont écrire et militer pour une solution qui prenne en compte le respect dû au peuple palestinien. Peut-être tu veux dire quelque chose ? C'est pas forcément pour... Enfin, c'est dans la continuité de ce que tu dis. Après, il y a aussi des... Je pense faudrait regarder... Enfin, globalement, le tableau est très sombre. C'est-à-dire qu'il y a une large adhésion à la guerre, au bombardement de Gaza, et l'idée, enfin voilà, et les quelques personnes qui manifestent vraiment pour un cessez-le-feu et en éventuellement parlant de génocide, en parlant de la situation des Palestiniens, Palestiniennes de Gaza proprement dit, c'est très difficile pour elles et eux. Il y a des personnes qui sont en prison depuis plusieurs mois pour avoir refusé le service militaire. Ça a le grand mérite d'exister. Maintenant, ça reste très minoritaire. Après, les personnes qui refusent l'occupation, c'est un premier pas qui est très important et ça peut les conduire à faire des actions qui sont très importantes. Après, parfois, ça arrive aussi qu'elles se cantonnent à l'occupation de la Cisjordanie et qu'elles restent, tout en étant très courageuses dans leurs actions, sur un discours qui est celui de la séparation des deux États, etc. Donc, et qui n'est pas forcément peut-être même à la hauteur de leurs aspirations de paix qui sont réelles. Donc, il faudrait nuancer vraiment le tableau, mais globalement, on peut dire qu'aujourd'hui, le tableau est très très sombre et que les quelques résistances qui existent ont beaucoup de mal à continuer à exister, à pouvoir s'exprimer, et que... Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Cette fois, c'est vraiment la fin. Je vous souhaite un bon appétit et n'oubliez pas de revenir pour les conférences.